Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Raouia Khadr. En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres, dont la Tunisie. Encore plus intéressant, 4 pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qu'ils portent sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. Bonjour. Ahlan, ça va? Marhaba, Mourad. Aïcha, Viens, tu t'installes. Aïe, avec plaisir. Ahla, Hadouira. Ah, ça c'est Oh, vue magnifique en plus. ça c'est le lieu du travail. Aïe. Asma, comme on va pas perdre beaucoup de temps, donc je vais te passer un micro. Aïe. Voilà. Je t'ai déjà expliqué le concept. Yes. Tu sais qu'on va switcher. Oui. On va parler en français. Prêt? Aïe, aïe, mais je savais pas. Je vais essayer. Avant de démarrer, tu veux un café? Avec plaisir. Je suis plutôt thé, mais si tu as pas de thé, je prendrais bien un J'ai un café. café tout prêt. Alors on prendra le tout prêt. Ok. غنبداو شوية ساعة. تفضل. Il aurait pu continuer sa vie en France ou en Italie, 2 pays qui lui sont chers et 2 pays dans lesquels Mourad Zridi a eu l'occasion de s'imposer professionnellement. Homme de médias, journaliste sportif porté sur la chose politique, il choisit finalement de poursuivre son parcours dans la Tunisie post-révolution. Fils de l'opposant politique Salah Zridi, petit-fils du couple Georges et Gladys Adda, les 2 figures du syndicalisme et du militantisme politique, Mourad Zridi hérite de leurs valeurs, mais aussi de leur amour pour les langues, de leur passion pour les mots et leur puissance. On se retrouve pour parler de francophonie, mais surtout de son rapport à la langue française qui l'a accompagné dans chaque étape de sa vie. Celui qui rêvait de devenir journaliste de la presse écrite me parle sans détour de la place des langues dans sa vie. Mon rapport avec la langue française est un rapport de quelqu'un de privilégié, je dirais, de particulièrement privilégié parce que je n'ai pas découvert le français à l'école. Le français a été une langue qui a bercé ma toute petite enfance, qui a accompagné mes premiers pas en tant qu'adolescent et qui m'a fait aussi en tant qu'homme. Donc pour revenir au premier contact, je ne saurais pas définir une année, un mois, un jour, mais j'ai entendu la langue française chez moi, dans ma famille, quasiment à la naissance. Et j'étais un garçon ou un bébé ou un enfant doublement privilégié parce que j'ai entendu beaucoup de langues chez moi et bien parler, le français et l'arabe en particulier, et puis avec un arrière-fond de temps en temps un peu plus exotique qui était l'italien. Mais oui, tout s'explique. Mais évidemment, le français a occupé une place importante. Et on découvrira après peut-être pourquoi il a occupé une place importante. Justement, moi je me pose la question, est-ce que, parce que on a tous eu, je pense, tous ceux qui ont une relation assez particulière ou une relation privilégiée justement avec cette langue, ont eu des personnes qui ont impacté ce rapport-là, ont eu des moments forts, ont eu peut-être un livre, peut-être. Donc pour toi, c'était quoi? C'était le fait de parler français à la maison avant l'école qui a fait que cette langue fasse partie de l'identité. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la langue? Je pense que le premier cercle familial a été quand même déterminant
J'ai eu la chance d'avoir un père diplômé de français, diplômé de lettres françaises. Lorsque je suis né, mon père avait 32 ans, avait eu un parcours universitaire en France. Ma mère a travaillé aussi assez rapidement dans le domaine de l'édition. Donc j'étais entouré de livres et j'ai eu aussi du côté de mes grands-parents notamment une relation très forte avec les écrits. J'ai eu des grands-parents qui lisaient, qui écrivaient beaucoup, essentiellement en français. Mes grands-parents côté maternel avaient une maîtrise, on va dire, moyenne de la langue arabe. Et du côté de ma famille, côté paternel, alors là c'était pas forcément du français, j'ai eu un arrière-grand-père qui était, je dis bien un arrière-grand-père, hein, qui était poète populaire. C'était rare parce que c'était un érudit au début du XXe siècle. Et j'ai eu mon grand-père, grand-père paternel, dans le petit village de Jbeniena, 40 km de Sfax, qui était aussi, dans les années 40, un des premiers bilingues, c'est-à-dire qu'il écrivait en français, ce qui était à l'époque quelque chose de rare et qu'il a transmis évidemment à mon père, mais aussi à tous mes oncles. Donc j'ai eu la chance, je ne suis pas le seul, d'avoir baigné dans un univers familial extrêmement francophone, francophile. Je dirais quand même que j'ai entendu naturellement le français de par ma proximité avec mes grands-parents, qui s'exprimaient bien. Et j'ai envie de dire, alors là, j'ai entendu et j'ai écouté mon père, qui lui était un homme qui écrivait très bien, qui maniait la langue, qui se permettait les calembours, qui avait beaucoup lu les grands classiques, et pour qui aussi la langue française était une langue qui portait un message, c'était une langue vecteur de valeurs universelles, et qui a été aussi une langue qui a véhiculé aussi son combat. Sa vie était faite aussi de combats politiques. Et donc, la langue française était très importante chez moi, quasiment au quotidien. Je dirais quand même, au niveau de la langue, mon père m'a pas mal marqué. Ma mère aussi, qui était étudiante d'histoire, qui était historienne. J'étais dans une famille où on s'appliquait à bien parler le français. Je pense que, je n'ai pas honte à le dire, le milieu familial a été aussi déterminant parce qu'il m'a donné très clairement un avantage. J'ai toujours été, je crois, de ma première année de l'enseignement primaire jusqu'à la dernière année de l'enseignement secondaire, premier en français tranquillement et sans avoir l'impression de faire un effort particulier. Tu faisais des jaloux ? Oui, certainement. Comme moi, j'étais jaloux de ceux qui étaient premiers en maths. Beaucoup étaient jaloux comme ça d'une certaine aisance ou d'une certaine facilité en français. D'autant plus que bon, on pouvait se dire que c'était une aisance quasiment innée et donc qui n'était pas le fruit d'un travail ou d'une application particulière. Tu es tombé dans la marmite. On va dire que je peux être, je suis un peu moins gros qu'Obélix, mais heureusement. Alors après, on va parler des livres et je vous raconterai une anecdote sur mon premier contact avec la langue française. Non, mais j'allais poser la question sur les livres qui t'ont marqué, sur ce que tu lisais enfant, si tu étais plus proche justement de la lecture en français et quel était ton rapport à côté de ça, justement, avec ce que tu racontes, avec la langue arabe. Je vais vous raconter une anecdote, je crois que je n'ai jamais raconté en public. En fait, j'étais très proche de mon grand-père maternel et mon grand-père maternel était un homme très organisé dans sa vie et donc il rentrait déjeuner tous les jours, un déjeuner court, pas très copieux, mais à la fin duquel il faisait une sieste. Et de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 7-8 ans, comme après j'ai commencé à aller à l'école, je devais l'accompagner dans la sieste. Et pour l'accompagner, il m'a pâté par une lecture. Et mon grand-père m'a lu pendant de longues années toute la collection des aventures d'Astérix. Et c'était toutes les semaines Astérix chez les Bretons, Astérix et les Romains. Et la légende familiale dit en fait que, évidemment, lui étant fatigué, il me lisait les 2-3 premières pages, lui s'endormait et moi, je reprenais la bande dessinée et j'essayais de la lire. Évidemment, j'étais tout jeune, mais c'est pour ça que tout à l'heure, la métaphore d'être tombé dans la marmite,
c'est le cas de le dire, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Je suis vraiment tombé dans la marmite d'Astérix, d'Uderzo, la doublette Goscinny-Uderzo qui ont écrit Astérix et qui ont bercé réellement, là, vraiment ma petite enfance. Donc, un des premiers contacts que j'ai eu avec la langue française, c'était la bande dessinée Astérix. Et un degré moindre, j'ai moins Spirou. Accroché. Moins Spirou et moins Tintin aussi. Tintin, c'était après, et c'était moins déterminant pour moi. J'étais moins fan. Après, j'avais toute la collection, mais plus tard, je dirais, premières années de l'adolescence, là, vraiment, on découvre un peu plus Tintin. Mais Astérix, c'est vraiment le livre de chevet de la petite enfance. Je vous dis, je crois que j'ai lu Astérix à 7-8 ans. C'est moins fun quand même, Tintin, que Astérix et Obélix. Donc forcément... C'est moins fun. Bon, il y avait plus de l'aventure aussi. Astérix, c'est sur un ton extrêmement décalé, humoristique, raffiné, mais aussi avec beaucoup de référentiels historiques. Tintin, c'était plus l'aventure, l'espionnage, la géographie. Par contre, c'était Tintin au Congo, Tintin au Tibet, la Castafiore. Donc, c'est plus la diplomatie, la géographie, alors qu'Astérix, c'était toujours les Romains. Mais j'ai connu aussi un petit bout de géographie, d'histoire grâce à Astérix. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non, seulement quand il ne pleut pas. Je suis venu, j'ai vu, et je n'en crois pas mes yeux. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur l'importance de la bande dessinée dans l'apprentissage des langues chez les enfants. Je crois que beaucoup diront en tout cas que ça a eu une place importante, que ce soit en arabe ou en français. Donc Picsou, Tintin, Spirou... Astérix et Obélix. Oui. Donc aujourd'hui, je crois qu'on perd un petit peu ce côté-là d'offrir des bandes dessinées aux enfants. Oui, parce que l'image a remplacé le livre, tout simplement. Donc le digital a vraiment pris beaucoup de place. Les écrans ont pris beaucoup de place. Alors bon, je suis pas particulièrement nostalgique d'une époque. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Je pense quand même que la bande dessinée, elle permet réellement de s'immerger dans un univers et aussi elle fait voyager, elle fait fantasmer au sens premier du terme. Il n'y a aucune connotation à ce que je dis. Elle fait fantasmer, c'est-à-dire qu'un dessin vous oblige à imaginer cette scène dynamique parce que l'image, elle est dynamique. Quand vous voyez un dessin animé sur votre smartphone, sur votre téléphone intelligent ou sur votre ordinateur portable ou sur votre télévision, vous n'imaginez pas, tout est devant vous. L'image bouge devant vous. Alors que la bande dessinée, quand vous voyez Tintin au Tibet, puisque c'était une bande dessinée qui m'a particulièrement marqué, le dessin est figé et c'est votre esprit qui vous emmène ou vous fait imaginer comment Tintin va retrouver Milou alors qu'il pense que Milou est frigorifié par les neiges du Tibet, de la montagne. Et c'est peut-être ce qui nous permettait réellement de nous évader, de réfléchir, de rêver, de ne pas être totalement figé et de ne pas être totalement dans le rôle de celui qui consomme, mais de celui qui se rêve et qui rêve aussi. Donc tu as baigné c'était assez privilégié comme milieu pour l'apprentissage, on va dire, de la langue, premier de la classe, amoureux peut-être de la langue française, donc j'imagine que tu lisais beaucoup, adolescent. Oui, je dirais amoureux des langues, franchement, je vais pas dire amoureux que de la langue française, alors il y a une partie, comme je dis encore, il y a une partie d'acquis, il y a une partie d'inné, et puis il y a une partie d'héritage. Il y a une partie qu'on se construit soi-même. Effectivement, j'ai toujours fait attention ou été amoureux des langues en général, mais évidemment de la langue française, indiscutablement. Alors, il y a eu deux ouvrages ou deux moments. Bon, évidemment, j'étais un littéraire, il va sans dire. Le premier livre qui m'a touché et qui m'a vraiment fait aimer la littérature, et qui m'a fait aimer la lecture. C'est un livre d'Oscar Wilde en fait, et qui n'est pas un livre français, donc puisque c'est évidemment une traduction. D'ailleurs, aujourd'hui, je serais pas capable de le lire en anglais. C'était Le Portrait de Dorian Gray. Le Portrait de Dorian
Et le portrait de Dorian Gray était un livre qui appartenait à ma grand-mère, donc j'ai trouvé dans notre bibliothèque, où j'ai lu un peu au hasard. Et je suis tombé amoureux fou de ce livre. Et ce livre-là a été une sorte de guide, qui me guide d'ailleurs jusqu'à maintenant, sur la relation entre l'artiste et l'œuvre, et le sens de l'œuvre artistique. Et le deuxième moment fort, qui arrive, on va dire, l'année qui précède le baccalauréat, c'est lorsque je décide de passer le bac français par correspondance, puisque j'étais à l'école publique, et que là, je découvre évidemment, parce qu'il fallait les étudier, Rabelais et Montaigne, et notamment Montaigne. Il le fallait. Et là, on rentre dans une lecture plus engageante, déjà, mais aussi avec une langue plus solide, j'ai envie de dire, avec évidemment une réflexion sur le monde, avec une réflexion philosophique de Montaigne, de Rabelais aussi. Et c'est là aussi, ça complète un tout petit peu ce qu'on faisait à l'école, ce qu'on faisait au lycée à l'époque. Ça a été aussi un moment de grande collision au sens positif du terme avec la langue française. En termes de rédaction, ça m'a permis après d'en faire un tout petit peu mon métier en tant que journaliste, même si mon rêve secret dans l'absolu était d'être un journaliste de presse écrite plutôt que de télévision. Jamais trop tard, hein. Non, il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, petite anecdote, je démarre ma carrière à la télé en 1992. Et on va dire, je suis happé comme ça par la télé pendant de longues années, aussi bien en Tunisie qu'en France. Et lorsque, en France, une fois, l'opportunité se présente et qu'une grande publication me demande d'écrire en français, c'était Jeune Afrique, Afrique Magazine, enfin c'était le groupe Jeune Afrique, j'avais une excitation et j'étais ravi et honoré, à un point que ceux qui me connaissaient me disent à l'époque j'étais à Canal+. Franchement, t'es déjà à Canal+, t'as fait beaucoup de télé, t'es quand même, t'as fait un parcours assez balèze en Tunisie. Franchement, écrire, qu'est-ce que ça va te rajouter ? Et j'étais très fier et très honoré. Et on peut retrouver. Tu l'as signé, le papier ? Oui, bien sûr. Oui, je me rappelle le premier grand. Alors j'ai écrit des petits trucs en Tunisie parfois, mais et puis j'écrivais aussi parfois des sujets, des reportages pour la télé, mais c'est pas la même chose. Oui, le premier gros papier que j'ai fait pour Jeune Afrique, c'était une enquête en Libye à l'époque sur le fils de Muammar Kadhafi, en 2003. J'avais été invité par les Libyens qui à l'époque voulaient organiser la Coupe du Monde en 2010. Et donc je pars passer 72 heures à Tripoli et je sors une enquête que vous pouvez retrouver, qui est toujours en ligne. Je pensais à un papier sportif, mais... Ça, c'était sportif, sport, géopolitique, parce que Sadi Kadhafi, c'était une longue histoire. C'est un garçon qui a joué au football, qui a fait croire qu'il était un grand joueur. Enfin bon, c'est toute une histoire. Mais on en a fait un papier. J'ai réécrit après 2 ou 3 fois pour Jeune Afrique notamment. J'ai écrit aussi pour des revues en langue arabe. Mais j'étais très excité, très ravi de pouvoir écrire en français. Mourad se retrouve quelques années plus tard à diriger une équipe, supervisée, on va dire, pas dirigée, pour rester dans le politiquement correct et collégial. Non, c'est supervisé, oui. Supervisé. Le Tunisien, parfaitement francophone, qui supervise... une petite équipe de journalistes français. C'est vrai que c'était, lorsque je pars en France, en 2000, je passe 1 an et demi à Canal Horizon Afrique, donc qui est la filiale africaine de Canal pour l'Afrique, donc dont le siège est à Paris. On émet pour tout le continent. Là, sur ce coup, on est vraiment dans une chaîne de télé. On n'est pas une très grande équipe. C'est mon premier impact avec la France. Et là, du coup, je bascule aussi je faisais beaucoup de commentaires et de plateaux à travailler entièrement en français. Honnêtement, le switch, si on peut dire, la transition, on va rester francophone, la transition se fait correctement. En 2002, je quitte Canal Horizon et je pars passer 6 mois, toujours dans une filiale du groupe Canal, qui s'appelle Canal Numédia,
et qui gère, c'est les premières années où le web cartonne. Et donc, on avait toute la partie sport du site Canal+, canalplus.fr. On avait les sites de plusieurs clubs de football. On avait Strasbourg, Lille, Nantes qu'on gérait. Et on avait, à l'époque, c'était un gros défi, on avait les sites de Zinedine Zidane. Donc en 3 versions, français, espagnol, anglais. Donc on a quand même, on me met à diriger quand même une équipe de 12 journalistes, tous plus français les uns que les autres. Et moi, j'étais le jeune, non, parce que j'avais quand même j'avais presque 30 ans, mais j'étais le Tunisien, j'avais pas encore la nationalité française à l'époque, le Tunisien qui vient de Tunisie d'il y a 2 ans seulement, et qui était là à travailler là sur de la matière vraiment purement rédactionnelle. On est encore à une époque, en 2002, où le web est surtout de l'écrit. Il n'y a pas encore pas de vidéo, pas d'audio. Donc, ça a été une très belle expérience. D'abord parce que là, on est vraiment dans du rédactionnel journalistique, quasiment presse écrite pure. Et ça m'a fait quelque chose. Je raconterai une anecdote qui m'avait marqué sur un garçon particulièrement, extraverti, qui s'occupait de la page box et qui me sort un premier papier avec quand même beaucoup de coquilles et beaucoup de fautes. Deuxième papier, je corrige une première fois, je corrige une deuxième fois. Et un jour, il vient très 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 nerveux en me disant alors, vous me faites sentir que je sais pas écrire en français et tout. Et il est pas loin de sortir le mot, de me dire ah mais vous êtes pas. Je sens qu'il est il se retient et j'arrive quand même à gérer la situation. Et quelques mois plus tard, il viendra me voir, il me dit merci de tous vos conseils. Je l'attrape, je dis écoute voilà. Ton style est pas bon, essaye d'aller droit au but, il avait des connaissances linguistiques limitées, donc je dis essaye d'être sur ta zone de confort quand tu écris. Il n'était plus en âge de se perfectionner là-dessus, mais c'est là aussi où je me suis fait la réflexion, en toute humilité évidemment, de me dire bon, finalement le jeune élève qui a fait ses études à l'école publique en France, en Tunisie, une école tunisienne qui a fait ses études universitaires en Tunisie, était là quand même à gérer une équipe où il y avait que des Thomas, des Evelyne, des Bruno, et il l'a fait sans provoquer de casse. Il y avait une certaine pression là-dessus ? Oui, au début, oui, parce qu'on le veuille ou non, c'était peut-être dans une sorte d'inconscient, on se sent moins légitime, et puis on t'attend au tournant. Et j'ai vécu cette pression-là un peu plus tard à Canal+. Là, j'ai envie de dire, on jouait dans la cour des grands. Et il y a quand même une bonne année, même un peu plus, 1 an et demi, où vous devez, alors vraiment sur le point de vue linguistique, parce que moi je commentais des matchs en direct. Première année, j'ai pas fait de plateau, mais je faisais beaucoup de sujets, de VTR, de résumés de matchs, de portraits et tout. Donc il a fallu quand même une petite année d'adaptation à une nouvelle façon d'écrire. Il faut aussi savoir qu'au-delà de la langue française, lorsqu'on travaille dans les médias, chaque média a des codes aussi. On n'écrit pas pour Canal+, comme on écrit pour TF1, comme on écrit pour le service public en France. On n'écrit pas pour la radio, comme pour la télé, comme pour le direct. Absolument. Canal+, c'est une écriture plus dynamique, plus moderne, mais en même temps très à cheval sur... Et puis le sport, c'est particulier, ça décode. Le contrôle de Kaka, on est dans la passée d'une surface à l'autre. Le contrôle de Kaka qui lève la tête. Le centre, la tête de Ronaldinho. Oh là là. L'ouverture du score. Donc, au bout d'1 an et demi, je commençais quand même à naviguer, à bien naviguer dans la rédaction des sports. Mais quand même, il y a une anecdote que j'ai racontée souvent en France, un peu plus tard, quand j'encadrais un peu les stagiaires qui venaient au service des sports de Canal+. Et il y avait souvent des stagiaires d'origine étrangère. Et je vous parle d'une époque où il y avait moins de Maghrébins, donc je parle de 2009, 2010, 2011, on me dit moi Zeghidi, là vous commentez les matchs italiens, c'est top, moi comment je peux faire et tout, et la langue et tout. Et je raconte souvent cette anecdote. Je travaillais sur une émission qui était très connue en France, qui s'appelait L'équipe du dimanche, et on faisait un résumé de match dans les conditions du direct, c'est-à-dire l'émission passait à 22h30, le match se terminait à 20h30, on allait vite au montage pour préparer un résumé, et on me voyait pas, on entendait uniquement ma voix. Je résumais un match à l'époque, pour ceux qui suivent le foot, c'était la Juventus.
la Juve joue un match, gagne son match. Et elle venait de gagner, je sais plus, 8 ou 9 matchs consécutifs. Et je fais la chute de mon élément, comme on dit, et je dis, voilà, une Juventus très convaincante, encore une victoire, et cette Juventus est encore imbattue dans le championnat d'Italie. On est en direct, donc en direct, la télé, ça va très vite, un peu comme la radio, mais multiplié par 10 ou par 100. Le lendemain, en réunion de débrief, le directeur de la rédaction me dit, Mourad, hier, très à cheval sur la langue, d'ailleurs lui, il me dit, c'est pas bon ce que tu as dit. On dit pas imbattu en français. On dit soit invaincu, soit imbattable. Et il avait tout à fait raison. Et moi, c'est un peu un italianisme, parce qu'en italien, on dit imbattu. Et j'ai dit, oui, Stéphane, vous avez tout à fait raison. Et il me dit, n'oublie jamais un truc. Il me dit, lorsque tu fais une erreur de français, j'avais un collègue, il me dit, si c'est Thomas Guichard qui l'a fait, on va dire il a fait une erreur de français. Si c'est Mourad Zeghidi qui l'a fait, on va dire il ne sait pas parler français. Et ça m'a obligé à être encore plus intransigeant à chaque fois dans l'usage de la langue depuis. Parce que j'ai toujours gardé cette remarque qui peut parfois être blessante, qui peut être ambivalente, qu'on peut un peu taxer plus ou moins de relent, plus ou moins raciste. Mais c'était très pragmatique et très efficace parce que c'était exactement ça. J'allais poser cette question. Voilà, qu'est-ce qu'on fait si on est en direct et qu'on fait une petite erreur Quand on est dans une grande chaîne comme Canal, on a 400 000 ou 500 000 ou 800 000. Mais c'est des choses qui arrivent. Bien sûr, c'est des choses qui arrivent. On relève le niveau d'exigence. On se dit, on doit faire 0 faute de français. On peut après faire des fautes d'appréciation dans le commentaire d'un match. Mais la carcasse linguistique doit être indiscutable. Et ça m'a obligé à avoir un niveau d'exigence, et d'ailleurs qui après m'a permis de faire, je pense correctement, un parcours correct pendant 12 ans dans le service des sports où j'ai été amené à commenter les rencontres les plus importantes. Mais la langue était quelque chose qui a véhiculé le travail. Donc vous avez l'obligation d'être irréprochable. Ceux qui ne maîtrisent pas le français comme étant, qui ne parlent pas français comme leur langue maternelle, ils ont cette exigence-là et ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent être... On n'était pas... Pour tout vous dire, j'étais quand même sur... à l'époque où se passe cette anecdote, on était 45, j'étais le seul qui n'était pas français. Donc la question ne se pose pas. Okay. Non. Et même après, j'étais aussi le seul qui avait un autre passeport. Alors après, on commençait à avoir 2 ou 3 personnes d'origine étrangère, mais qui sont toutes nées en France. Pour rester dans cette époque-là, tu étais aussi spécialiste du football italien. Je crois même que tu m'as raconté un jour que c'était grâce à une interview que tu as réussi à caler avec Totti. Exactement. Et je pense que cette interview, finalement, il y a le côté langue italienne. Neanche tunisina. Ah, vabbè. Appunto, ho detto tranquilla. La rivoluzione tranquilla, va bene, mi sta bene, quindi questo... Rivoluzione tranquilla, l'evoluzione fantastica. Sì, alors là, on va plus parler de la langue française, on va parler des langues. On va parler de ce que peut donner comme opportunité le fait de maîtriser une langue de plus. Alors, je raconte un peu l'anecdote. On est ça c'est les amateurs de foot qui vont pouvoir comprendre ce que je dis. On est fin 2003, début 2004. Le championnat d'Italie dont je suis spécialiste est dominé par un club et un joueur fait des étincelles. Il s'appelle Francesco Totti, c'est le capitaine de l'équipe de Rome. Et Canal+, évidemment, chaîne importante, essaye d'avoir une interview en exclusivité avec Totti. Et on n'y arrive pas parce que voilà, le gars, il est super sollicité et tout. Et à l'époque, il y a des gens, j'arrivais plus ou moins au service des sports, ça faisait 1 an et demi que j'étais là, et il y a déjà quelqu'un qui est responsable de la cellule italienne. Moi, j'arrive, je commente un peu ce qu'on me donne, je commence un tout petit peu à sortir, le nom commence à sortir, mais je suis encore loin des lumières. Et ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on dit, allez, alors, quand est-ce qu'on va pouvoir partir à Rome et faire une interview avec lui? Moi, je suis dans mon coin là, je commence à tisser mon réseau en Italie. Et un jour, je dis à Hervé Matou, d'ailleurs, je lui dis, écoute, si tu veux bien, tu me donnes 10 jours. Si j'arrive à voir Totti, c'est moi qui fais et l'interview et le portrait. Si dans 10 jours, je n'y arrive pas, continuez vos recherches avec les 2 autres collègues qui sont en train d'essayer de l'avoir. Et là, je vais la faire courte. Ce qui fait aussi la différence, c'est que j'arrive à tisser un réseau avec le journaliste italien spécialiste à Rome qui me permet d'ouvrir la porte
de l'agent de Totti qui lui-même me permet d'ouvrir la porte, du préparateur physique qui est le confident de Francesco Totti. Et ces 3 portes-là s'ouvrent aussi parce que j'ai un niveau de connaissance, de maîtrise de la langue qui me permet de créer une petite intimité et une petite, une petite proximité de plus avec ces personnes-là qui m'ouvrent des portes. Et ça se joue toujours comme ça. J'ai toujours un truc en tête lorsqu'on parle des langues, quand on dit langue maternelle et langue acquise. Je dis la langue maternelle. Dans la langue maternelle, je dis ce que je veux. Dans une langue acquise que je ne maîtrise pas, je parle comme je peux. Et ça change tout. Parce que lorsque vous maîtrisez les codes d'une langue, quelle que soit la langue, et en particulier la langue française, vous avez une panoplie de sensations, d'univers, de variations de couleurs que vous pouvez exprimer. Donc vous pouvez exprimer ce qui fait la richesse d'une langue, c'est-à-dire la nuance. Ouais. Lorsque vous ne maîtrisez pas une langue, vous ne pouvez pas être dans la nuance. Donc vous êtes straight to the point. Straight to the point. Hein, et deuxièmement, vous êtes, alors c'est pas le terme, prenons le terme, vous êtes dans ce qui est grossier. C'est-à-dire vous exprimez grossièrement votre idée. Vous êtes un dessin abstrait. Si vous avez la panoplie des couleurs, vous pouvez dépasser l'abstraction et être dans un dessin que tout le monde peut décoder. Et donc ouvrir des portes. Et ouvrir des portes. Et dans les métiers du journalisme, ouvrir les portes, c'est fondamental. C'est clair. Et j'ai envie de dire, pour terminer puisqu'on a bientôt fini, dans cette métaphore-là, la langue française est une clé qui vous permet d'ouvrir des portes. Les portes du savoir, les portes de l'art, les portes de la culture, les portes d'une civilisation, voire d'autres civilisations, et en gros les portes du monde. Et lorsque vous ouvrez les portes, ça veut aussi dire que vous êtes capable d'ouvrir les fenêtres. Et la langue est ce magnifique courant d'air entre les portes et les fenêtres, et vous vous laissez porter par ce courant d'air et vous brassez, non pas du vent, mais vous brassez du savoir, vous brassez des connaissances, vous brassez des sensations, vous brassez de l'histoire, de la géographie. Et c'est pour ça que la langue française, qui est aussi, ne l'oublions pas, dans mon cas, ça a été aussi une porte-fenêtre, j'ai envie de dire, vers le monde latin. Parce que quand vous parlez bien le français, vous comprenez aussi, vous avez une petite base pour parler l'italien. C'est pas loin de l'espagnol, c'est pas loin du portugais. La France, ce qu'on appelle les latins du Nord, ce sont des latins nordiques ou c'est des latins contrariés, c'est aussi une porte vers le monde latin. Voilà, j'ai très envie d'arrêter sur cette belle tirade poétique, mais non, j'ai une dernière question quand même. 5 minutes, la fin de la mi-temps, l'arbitre. La toute dernière, parce que ça m'avait interpellée. Tu m'avais dit ça au téléphone, et on va finir sur ça, parce que il y a eu le retour en Tunisie, il y a bien sûr eu, on a tous vu comment ce rapport avec la langue française a un petit peu changé, évolué à travers le temps, et le rapport surtout des jeunes aujourd'hui avec la langue française. Il y a pour une frange un refus ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et toi, tu m'as donné une petite variation. Non, tu m'as donné une explication, ou une vision, une hypothèse qui pourrait expliquer ce rapport conflictuel aujourd'hui que les jeunes Tunisiens ont avec la langue française de manière particulière, mais les langues de manière générale. Alors, moi, je n'ai pas cette sensation-là et je ne partage pas ce diagnostic. Je ne pense pas que les jeunes, ni tunisiens, ni algériens, ni marocains, aient un rapport conflictuel avec la langue française. Je pense d'abord qu'il faut être bien dans ses baskets avec sa langue maternelle. Et que, même si ce n'est pas le sujet de notre conversation, très agréable au demeurant, nous sommes un peuple dans le monde arabe qui n'est pas à l'aise dans ses baskets, qui n'est pas bien dans ses baskets avec la langue arabe. Et ça, c'est un vrai débat, parce que nous avons plusieurs langues arabes, parce qu'il y a une vraie dichotomie entre la langue du savoir et la langue de la vie quotidienne. Et donc, à partir de là, nous nous sentons démunis face au monde parce que nous n'avons pas les instruments pour exprimer une pensée structurée. Ni une pensée structurée lorsqu'il s'agit de science ou de savoir, ni une pensée structurée lorsqu'il s'agit de sentiments. Et ça crée un véritable... c'est pas un petit malaise, c'est un énorme malaise qui explique, d'après moi, beaucoup de choses dans l'état du monde arabo-musulman. Concernant la langue française, moi je ne partage pas cet avis. Pourquoi ?
regardez aujourd'hui comment s'exprime une grande partie, d'abord de la jeunesse, mais aussi de personnes, même d'un âge un peu plus avancé. Aujourd'hui, beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire français s'est définitivement introduit dans la langue tunisienne utilisée au quotidien. C'est clair. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans des milieux populaires, à part le c'est déjà. Non, on peut veut dire les astuces. Ouais. Qu'est-ce que vous allez préparer? Oui, j'ai une astuce pour faire le mléoui. Astuce. Ouais, c'est pas de la blague. Ouais. Donc je pense que c'est pas complètement vrai qu'il y a un rapport conflictuel. La deuxième chose, je pense que la langue française s'est introduite dans la vie quotidienne des Tunisiens. On parle un langage moins châtié, mais pas parce qu'on parle un langage moins châtié en Tunisie, parce qu'on parle un langage moins châtié dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la façon de s'exprimer a changé, le rapport à la langue a changé, le rapport au vocabulaire a changé. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'écrit n'a plus la place qu'il avait il y a quelque temps. Le digital a changé la face des comportements humains et a changé la face de la communication. Aujourd'hui, on communique pour exprimer en 2 lignes ce qu'on pouvait auparavant, là où on se sentait obligé auparavant d'écrire 6 lignes. Aujourd'hui, il y a moins de place pour une pensée complexe, il y a moins de place pour un vocabulaire riche. Mais c'est l'évolution du monde qui veut ça. Et je ne suis pas certain que la langue française soit mieux parlée en France aujourd'hui. Elle est moins bien parlée en France, comme elle est moins bien parlée en Tunisie, comme elle est moins bien parlée dans le monde francophone. Mais là aussi, j'ai envie de mettre un bémol à mon bémol, parce que la langue est une langue vivante et elle renaîtra de ses cendres de façon différente, de façon inattendue, de façon surprenante, mais elle continuera à vivre comme voudront la faire vivre tous ceux qui aiment cette langue-là. Après, je ne dis pas qu'il faille pas faire d'efforts, il faut aussi faire l'effort. Les parents qui aiment cette langue doivent faire l'effort de pousser leurs enfants à utiliser un langage plus riche, à lire. Alors lisez sur les supports que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce son-là en lisant, même si... Il est bon, hein. Il est bon ce son. Quand vous avez un livre, regardez, il est bon ce son-là. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Mourad? Alors en ce moment, je lis un roman tunisien de Dor Al-Feza. Et je lis 2 livres en français, mais politiques, là aussi tunisiens. L'un de notre ami Nizar Bahloul sur le président de la République, et l'autre, un livre historique sur Wassila Bourguiba, l'épouse du Wassila Ben Ammar Bourguiba, l'épouse d'Habib Bourguiba. Mais pas de vrais romans français en ce moment. Pour finir, un livre pour les petits, pour les parents. Un livre pour les petits. Pour donner envie aux petits, peu importe le support, effectivement. Bon, alors pour faire vraiment un classique, je dirais vraiment Le Petit Prince, là, du coup. J'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai découvert plus tard. Mais oui, Le Petit Prince, me semble un incontournable pour faire aimer la lecture aux enfants. Alors, merci beaucoup, Mourad. Merci à vous. نرجع نحكي بالتونسي. نرجع نحكي باللغة اللي تحب عليها. يعيشك. يعيشك. باي باي. Ciao.